Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Pavageau, fondateur de la chaîne YouTube Le Ciné-Club de Monsieur Bobine. Dans le cadre des Mycéliades, il est venu présenter le film Her de Spike Jonze avec notre partenaire, l'association Gros Plan. Bonjour Julien. Bonjour. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas le bon goût de connaître le ciné-club de Monsieur Bobine, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta chaîne ? Parce que tu n'es pas tout seul. Non, on est un petit collectif qui anime une chaîne qui parle de cinéma, en fait. Il n'y a pas de description plus complète que ça, finalement, parce qu'on parle de cinéma dont plusieurs styles, plusieurs angles, plusieurs styles de films, plusieurs nationalités. Du fait qu'on est un collectif, on peut se permettre, en fait, d'avoir... des spécialistes en cinéma asiatique, des spécialistes en cinéma anglais par exemple, des gens qui vont parler plus de blockbusters comme moi par exemple, qui ai beaucoup d'affection pour des gros blockbusters tout pétés. Donc voilà, dès que vous avez une vidéo de notre chaîne qui parle d'un gros blockbuster genre Aquaman, tout ça, c'est moi, sachez-le. Donc ça nous permet d'avoir à la fois une chaîne assez éclectique, puis de pouvoir parler du cinéma sous à peu près tous ses angles, de découvrir, même moi en fait, je découvre pas mal de choses au travers des textes de mes camarades. Donc voilà, et moi je m'occupe du coup de tout ce qui est animation, tout ce qui va être la voix et la réalisation. Tandis que mes camarades eux, s'occupent principalement d'écrire des textes. Donc très éclectique pour un peu tous les cinéphiles. Oui, a priori. Vous balisez un peu. Donc toi, ta spécialité, c'est plutôt donc les blockbusters tout pétés. Entre autres. Et les biens, ceux qui sont bien aussi. Il y en a des très très bien. Oui. Il y en a des tout pétés. C'est vrai, il y a un peu de tout. Voilà. Et la science-fiction. La science-fiction, beaucoup, oui. Ça, c'est alors tu es aussi l'auteur d'un livre sur les sœurs Wachowski. Alors, un co-auteur. On est à 3 avec mes camarades Aurélien Noyer et Johan Orzulik, du coup, de l'équipe du Ciné-Club de Monsieur Bobine. Donc, 2 des membres, on est un petit groupe de 5. Donc, parfois un peu plus, parce qu'on a des copains, des fois, qui viennent écrire, etc. Mais bon, le noyau dur, c'est 5 ou 6 personnes. Mais oui, sur ce livre-là, on était à 3, parce que le cinéma des Wachowski, c'est aussi une œuvre collective. Déjà, elles sont 2. Et régulièrement, elles travaillent avec beaucoup d'autres artistes. Elles travaillent notamment sur Cloud Atlas. C'est pas un film des sœurs Wachowski, c'est un film des sœurs Wachowski et de Tom Tykwer, réalisateur du Parfum, etc. Donc c'était véritablement une dimension collective qu'on voulait mettre en avant dans leur cinéma. Et du coup, ça nous semblait assez logique de le faire à 3. Puis surtout, c'était la première fois qu'on écrivait un livre. On n'était pas forcément assuré de pouvoir le faire tout seul. Donc on était content de pouvoir le faire à 3. Donc c'est un livre sur les sœurs Wachowski. Elles ont un cinéma qui est assez marquant dans le milieu de la SF et le milieu, même le cinéma américain. Donc pour rappeler à celles et ceux qui ne verraient pas de qui on parle, ce sont les réalisatrices de Matrix, entre autres. Bound, Matrix, Speed Racer, qui est un véritable chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Cloud Atlas, Jupiter Ascending, la série Sense8. Donc elles ont quand même marqué durablement le cinéma américain et le cinéma de SF depuis les années 2000, parce que Matrix c'est 99, c'est ça qu'on se disait. Donc ça fait quand même une très belle empreinte sur le cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cinéma des Wachowski ? Est-ce que toi tu aimes dedans, dans cette dimension parce que c'est quand même un univers très étendu. Je pense qu'il se passe pas mal de choses dans leur tête. Oui. Ce que j'aime dans le cinéma des Wachowski, c'est un cinéma qui nous prend toujours à rebrousse-poil, en fait, quelque part. Qui va jamais nous conforter dans nos certitudes, qui va toujours nous botter un peu les fesses et nous forcer à essayer de comprendre. Moi, l'expérience que j'avais faite, notamment, c'est à travers la trilogie Matrix, qui, je pense, comme tout le monde, et c'est là que j'ai découvert le cinéma des Wachowski. Bound était sorti quelques années avant, avait fait un petit succès d'estime. Mais bon, à l'époque, j'étais encore un peu trop jeune pour voir Bound. Et quand j'ai découvert Matrix, là, le film ne sortait de nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait quasiment très peu de promos. Il y avait une bande-annonce qui était quasiment muette. Je me souviens, c'était une bande-annonce assez mystérieuse, donc on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. On voyait juste des images de dingue sans forcément pouvoir faire émerger un récit derrière ces images-là. On voyait du kung-fu, un hélicoptère qui se scratchait contre un immeuble. On savait que c'était de la SF, mais il y avait une espèce de musique, c'était Enya, je crois, un remix. Et elle était vraiment mystérieuse. Et le trailer se terminait par une question, qu'est-ce que la matrice ? Si tu veux le découvrir, tu dois... il y avait vraiment un côté très ludique. Donc c'est un des rares films que je suis allé voir, que j'ai découvert en salle en ne comprenant, en ne sachant pas du tout à quoi m'attendre.
Et j'en suis ressorti, je ne marchais pas droit. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Waouh, je m'étais pris une sacrée claque. Sort ensuite Matrix Reloaded, et là c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un film qui passe son temps à me dire, en fait, t'as rien compris au premier, t'es un gros nul. Enfin, c'est un film que j'avais... Au début, je me dis, mais j'ai rien compris. Je ressors, y a l'architecte à la fin qui nous embrouille, on comprend rien. Je ressors du film, je dis, putain, j'ai pas aimé en fait, j'ai pas compris, y a un truc qui va pas, quoi. Donc j'étais resté sur cette idée que je n'avais pas du tout aimé Matrix Reloaded, et pourtant, je me dis, je vais quand même le revoir. J'y repensais, j'ai revu, je l'ai vu 3-4 fois, et toujours j'étais un peu frustré, je comprenais pas, et je me suis dit, au bout d'un moment, ça fait quand même 5 fois que tu l'as vu, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris. Le film restait quand même avec moi, alors que c'est un film que je n'avais pas compris. C'est là que j'ai commencé à essayer de farfouiller, notamment à travers d'un blog d'un journaliste qui s'appelle Rafik Djoumi, qui avait fait tout un texte, un essai en fait sur Matrix, qui s'appelle The Matrix Happening, je crois, qui était sur un site internet à l'époque, qu'il a republié depuis via Rokirama, et qui était en France, il y avait beaucoup de textes américains, mais en France c'était l'un des premiers, je pense, à avoir fait vraiment une espèce de décryptage assez vaste, assez complet. En tout cas, sa vision de ce qu'était Matrix, qui s'avère être assez différente, mine de rien, de la mienne actuellement. Mais ce qui n'est pas plus mal, c'est que ça permet de montrer que c'est un film qui est polymorphe et qu'on peut comprendre à peu près de toutes les manières possibles imaginables selon notre propre bagage. En fait, pour résumer, Matrix, c'est une boîte de jeux dans lesquels elles ont mis des symboles politiques, religieux, mathématiques. Elles ont secoué, elles ont lâché, et derrière, c'est un film presque interactif qu'on comprend en fonction de notre culture, en fonction de notre bagage. Et ça, c'est un happening complètement dingue. C'est là que je me suis dit, ah oui, quand même. C'est-à-dire qu'à Hollywood, elles ont piraté une grosse franchise, une franchise qui sortait de nulle part. Il faut savoir que le premier Matrix, à la base, c'était censé être il n'était pas censé y avoir de suite. La suite, ça devait être un direct ou DVD. Parce que personne ne croyait au succès du premier Matrix. Donc, c'était quand même un pari très, très risqué. Elles ont fait une espèce de labyrinthe narratif dans lequel on est nombreux à s'être perdus et on a pris beaucoup de plaisir à s'y perdre. Et à essayer de trouver la sortie, il y a quelque chose de très très ludique. Pour moi, c'est une expérience presque assez proche du gameplay émergent en jeu vidéo. Le gameplay émergent, c'est quand vous êtes dans un MMORPG, dans un jeu vidéo, vous baladez, vous essayez de faire des choses qui ne sont pas programmées. Vous essayez de sortir de la map, vous essayez de fabriquer, de contourner les règles du jeu. Il y a un peu ça dans Matrix, et c'est d'ailleurs verbalisé dans le film. À un moment, le personnage de Morpheus dit à Neo, tu crois respirer de l'air, les règles, certaines, on peut les briser, etc. Et nous, en tant que spectateurs, on en est rendu là. C'est-à-dire que dans ce jeu gigantesque qu'est Matrix, on peut faire notre propre cheminement. On peut faire notre propre cheminement intellectuel, on peut décider de croire qu'effectivement, il y a des humains contre des machines, ou se dire, il n'y a que des programmes, il n'y a pas de réalité. La cuillère n'existe pas, en fait. Quand le personnage nous dit la cuillère n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de version officielle, il n'y a pas de récit officiel, il n'y a que ce que vous y transposez. La matrice, finalement, c'est quelque chose qui est vide. La seule chose qui prend du sens, c'est ce qu'on y apporte nous-mêmes. Bon, ça, c'est absolument vertigineux. Ça m'a pris des années et des années avant d'avoir cette synthèse de cette saga. Mais ça fait quand même plus de 20 ans, je suis plus tout jeune, que ça m'accompagne, et même encore aujourd'hui, ce sont des films que je peux revoir et dans lesquels je peux encore gratter et revoir de nouvelles choses. J'allais te dire, ça c'est le cas pour moi, c'est le cas dans Claude Atlas. Où à chaque fois que je le regarde, je découvre un truc que j'avais pas vu au départ. Que ça soit un acteur secondaire qui fait une micro-apparition, un symbole, un livre ouvert. Enfin, c'est assez vertigineux de voir le détail avec lequel elles pensent leur cinéma, leur mise en scène, le placement des acteurs et des actrices. C'est assez bluffant quand même. Il y a quelque chose aussi d'assez insolent et libérateur dans leur cinéma. Et c'est quelque chose qui finalement m'a fait tomber amoureux de leur cinéma, vraiment. Notamment avec Speed Racer. Elle sortait de Matrix, c'est une trilogie de films très très sérieuse de SF, avec des personnages très adultes, très cool, avec des lunettes noires, etc. Leur film suivant, c'est un film rose bonbon, avec des couleurs qui pètent de partout, avec un singe qui envoie son caca sur les méchants. Enfin, c'est une adaptation d'un dessin animé. Ça nous prend complètement à revers, en fait. C'est pas le film qu'on s'attendait à aller voir faire. Et quand je suis allé voir ce film-là, je suis ressorti pareil, complètement hébété par ce que j'avais vu. Parce qu'en fait, c'est une proposition artistique, pour peu qu'on arrive à faire l'abstraction du fait que c'est un film pour enfants.
c'est une proposition artistique totale. C'est quelque chose qu'elle nous avait pas habitués avec les Matrix. C'est de partir dans ces couleurs, de partir dans ces aplats de couleurs, et surtout de faire un film cubiste. C'est-à-dire que c'est un film qui... en fait, leur note d'intention, c'était de se dire, si on voudrait bien faire un film cubiste, mais si on fait un film cubiste pour adultes, les gens vont pas forcément comprendre, parce qu'on a des prérequis, on a des barrières quelque part. On s'est déjà forgé l'idée de ce que c'est le cinéma, de ce que c'est, etc. Donc elles se sont dit, on va faire un film cubiste pour enfants, parce que les enfants ne sont pas encore formatés, ils n'ont pas encore les codes de la fiction, ils n'ont pas encore tout ça. Ils peuvent avoir un esprit relativement vierge par rapport aux images, donc on va leur montrer qu'on peut faire ça avec du cinéma. Et dès la séquence d'ouverture, je me souviens des 20 premières minutes de la séquence d'ouverture, qui est une séquence d'exposition absolument incroyable, qui déjà, il y a une dizaine d'idées visuelles complètement folles, un travail sur la narration, enfin bon, voilà, je me dis, ok, on peut faire ça avec du cinéma. Et généralement, les sœurs Wachowski, ça fait partie des rares réalisatrices et réalisateurs, du coup, devant lesquels je me dis, ah oui, on peut faire ça avec du cinéma. Et les autres, c'est pas des petits noms, hein. Ça va être des Steven Spielberg, ça va être des James Cameron, ça va être des Martin Scorsese. C'est des gens qui vont prendre le médium et qui vont le pousser dans ses derniers retranchements, soit en termes de langage, soit en termes de moyens, soit en termes de en réutilisant en fait des codes et en les détournant complètement, soit en faisant tout ça à la fois. Les sœurs Wachowski excellent là-dedans. C'est-à-dire qu'elles font des films, et quand je dis un cinéma insolent, c'est qu'en fait, c'est un cinéma qui est pas très tendre avec le spectateur. Le premier Matrix, c'est pas très tendre avec le spectateur. Il passe son temps à nous dire, à nous envoyer des flashs rouges dans la figure en nous disant « N'écoute pas les personnages. » Ils te disent littéralement « Fais attention à ce qu'ils te disent. » Si vous vous souvenez de cette séquence où Neo est en train de... croit qu'il est dans la matrice et il suit Morpheus dans une rue, à contresens avec plein de gens qui le bousculent, et Morpheus est en train de lui expliquer le principe de la matrice. Il lui dit, voilà, dans le système, il y a des gens qui sont tellement dépendants de ce système qu'ils iraient jusqu'à se battre pour le défendre. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une image d'un policier qui regarde Neo, et Morpheus nous dit, sous-entend que c'est OK de les tuer, dans la mesure où ils font partie du système. Et tout le film nous dit, attention, t'as pas été attentif, jusqu'au moment où Neo regarde la femme en robe rouge, se retourne et se retrouve avec un flingue en pleine figure. C'est littéralement les Wachowski qui nous disent « Vous ne suivez pas, vous n'avez pas suivi ce qu'a dit Morpheus, vous n'avez pas vraiment compris, parce que vous croyez que c'est un gentil, parce que vous pensez avec les codes du cinéma hollywoodien habituel, vous pensez que les héros sont les gentils, que les machines sont les méchants, alors que depuis le début, on vous dit qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gentil, de méchant, ça se joue sur un autre niveau. » Et tout le film joue sur ça, c'est-à-dire que, en fait, sans s'en rendre compte, on a pris la pilule rouge en même temps que Neo. Mais on devrait aussi essayer de regarder le film en prenant la pilule bleue. Et c'est en ça où la trilogie est très ludique, c'est en ça où le cinéma des sœurs Wachowski, parce que je trouve aussi assez insolent, c'est de livrer un film avec une telle morale, parce que le premier Matrix, tout seul, en fait, c'est un peu compliqué, hein. Effectivement, Neo débarque avec des flingues et tue tout un bataillon de pauvres gardes qui n'ont rien demandé à personne, juste parce qu'ils sont en train de garder un immeuble. Mais les gars, ils savent pas vraiment, enfin, ils ont peut-être une famille, tout ça, je veux dire, mais c'est OK, parce que c'est le héros. Et tout le film nous met face à des situations comme ça, en nous disant que c'est parfaitement normal. Le deuxième film, lui, par contre, va nous dire, non, en fait, tout ça, en fait, vous n'avez pas été attentif. Tout ça, on le déconstruit, on vous explique qu'en fait, non, les machines, c'est aussi des créatures sentientes, c'est aussi peut-être des êtres humains au sens où vous l'entendez. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et finalement, déconstruit littéralement le premier film. Donc sans cette phase de déconstruction, je me demande comment aurait pu être vraiment, avoir été accueilli, enfin, comment Matrix aurait été accueilli, comment il aurait vieilli. Parce qu'en fait, le film, voilà... On sait que l'alt-right s'est beaucoup emparé, notamment des codes, alors que le film dit littéralement l'inverse. La fameuse pilule rouge, par exemple, c'est quelque chose qu'elles ont explicité dans Matrix 4. C'est une allégorie, à l'époque, elle n'était pas totalement formulée, c'est ce que Lily Wachowski disait, que c'était une allégorie de la transidentité. Les pilules d'hormones qu'on prend pour se sentir, enfin, pour atteindre sa propre vérité. C'est-à-dire que la pilule rouge, et c'est
c'est spécifié dans Matrix 4, la pilule rouge ne donne pas accès au monde réel, il donne accès à sa propre réalité. C'est-à-dire que Neo, quand il prend la pilule rouge, il n'est plus Monsieur Anderson, il est Neo. Il devient Neo. Il devient la personne qu'il voulait être. Et il y avait déjà en plus un personnage qui s'appelait Switch, qui était censé être justement un personnage trans. C'était un personnage qui était masculin dans le monde réel et féminin dans la matrice. Ah oui, la femme en robe rouge. Alors non, c'est celle qui est toute en blanc dans le premier. Elle est toute en blanc alors que tous les autres sont habillés en noir. Oui. Et le studio a pas voulu. Donc ils ont pris quand même une personne assez androgyne. Et bon. C'est un personnage qui reste pas longtemps. C'est un personnage qui reste pas longtemps, non. Ouais. Oui. Mais c'était, en tout cas, il y avait déjà cette idée-là. Sauf que bon, c'était pas encore totalement verbalisé. Elles étaient pas encore en phase de transition, notamment. C'est arrivé sur le long terme, beaucoup plus tard. Dans la trilogie, c'est arrivé à partir de Matrix 3, je crois. Mais en tout cas, c'est déjà quelque chose qui était présent dans leur cinéma. Le premier sous leur dead name. Oui, voilà. Alors, les deux premiers étaient sur le Bound et la trilogie Matrix et leur dead name. Et à partir de Speed Racer, c'est The Wachowski Brothers, il me semble. Et après, Cloud Atlas, c'est déjà... Non, c'est Wachowski... Sisters, je crois. Alors, c'est pas, je sais plus, il faudrait vérifier. Mais c'est The Wachowskis, il me semble, seulement. Oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mention. Il n'y a plus rien. Ouais, et après, maintenant, c'est Wachowski Sisters, c'est Lily et Lana Wachowski, désormais. Enfin, sachant que désormais, elles ne travaillent plus ensemble non plus, mais voilà. Mais même Cloud Atlas, par exemple, c'est quand même un pari complètement fou. C'est-à-dire que c'est un film indépendant. Probablement le film indépendant... Alors, c'était le film indépendant le plus cher de l'histoire du cinéma avant Megalopolis. Ah oui. Mais bon, c'est pas du tout la même note, attention. C'est aussi un film collectif. C'est un film dont le montage financier a été un enfer total. Et c'était pas un film dont le succès, d'ailleurs, c'est pas un film qui a eu énormément de succès. Hein. C'est un film qui a eu un succès d'estime. Mais voilà, on est sur des réalisatrices à qui on va confier des gros budgets et elles vont dire très bien, par contre, on va faire le film qu'on veut faire nous. Et ça a été le cas aussi même pour Jupiter Ascending, qui est peut-être l'un des films les plus mal aimés, que moi j'aime pourtant beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un film, il y a énormément de choses à piocher dedans. Énormément de choses. Et un truc, moi, qui me... Je vais me faire une petite gueulante, hein, mais j'ai vu beaucoup de gens pester sur l'aspect esthétique du film, en disant ouais, c'est moche, tout ça. À la même période, il me semble, il y a eu le documentaire qui s'appelait Jodorowsky's Dune, qui était sorti. Et j'avais énormément, moi, de gens dans mes contacts qui se paluchaient sur le Dune de Jodorowsky en disant oh, ça aurait été le plus grand film de SF de tous les temps. En fait, les amis, le Dune de Jodorowsky serait probablement au mieux ressemblé à Jupiter Ascending, au pire ressemblé à un Flash Gordon absolument moche. Hein. Si le film s'est pas fait, regardez le documentaire et gardez ça en tête. Si le film ne s'est pas fait, c'est parce que Jodorowsky lui-même savait que le film allait être un énorme nanar et il l'a sabordé. Moi, c'est ma théorie. Et en ayant revu ce documentaire-là, je me suis dit oui. Donc, tous ceux qui fantasmaient sur ce Jodorowsky's Dune, revoyez Jupiter Ascending, c'est le truc le plus proche que vous pouvez avoir de ce film-là. D'autant plus que Jupiter Ascending est déjà une adaptation plus ou moins pirate de Dune. Vous avez pareil un univers gigantesque régi par des grandes maisons, avec une substance au cœur en fait de tout un commerce intergalactique, une substance qui permet de prolonger la vie. Donc là, c'est pas l'épice, mais c'est l'espèce d'élixir fabriqué à partir de récoltes d'êtres humains. Donc on a pareil l'idée de récolte, même si c'est encore plus horrible. On a cette idée d'un espèce d'empire galactique, une espèce d'oppresseur ultime, et d'un personnage dont le rôle va être de sortir la galaxie de cette espèce de marasme. Un personnage qui, sans devenir le Kwisatz comme Paul Atreides, a quand même à la fin du film pas des pouvoirs, mais en tout cas une aura, quelque chose, un pouvoir même politique qu'aucun être n'a jamais eu dans la galaxie. Donc on avait quand même, ils étaient en train de faire leur Dune. J'aurais beaucoup aimé voir la suite, moi, personnellement. Mais le film était mort avant même de sortir en salle. Il a été sacrifié très très tôt par le studio. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, la Warner a changé de tête. Je crois que c'est Kevin Chouira, je sais plus comment il s'appelle, mais le patron a changé et du coup a plus ou moins sacrifié le projet.
Le film n'a pas été terminé, même d'ailleurs. Il y a clairement des trucs, on leur a dit non, maintenant vous faites plus qu'un seul film, vous vous démerdez. Et puis, c'est ça, il devait y en avoir plusieurs à la base, mais ça se sent. Il y a à la base, c'était une trilogie, oui. Il y a un univers extrêmement développé, on sent qu'on gratte à peine la surface là-dedans. Mais par contre, il y a une proposition esthétique, c'est-à-dire que il y a des vaisseaux, il y a l'idée du vaisseau qui émerge des anneaux de Saturne. Enfin, l'idée que les personnages, visuellement en plus, ont tous une esthétique particulière. Il y a même d'ailleurs des espèces de clins d'œil. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais vous avez des soldats à un moment qui ressemblent énormément aux costumes des Sardaukar qu'il y avait dans le Jodorowsky's Dune. Donc je ne sais pas si c'est une inspiration directe, mais en tout cas, ça va piocher dans la science-fiction européenne. Ça va piocher chez Moebius, ça va piocher chez Mézières, ça va piocher chez Métal Hurlant, en fait. Donc voilà, on avait une vraie proposition de SF, quelque chose qui changeait un peu esthétiquement, quelque chose qui changeait même un peu narrativement, tout en gardant un côté spectaculaire et blockbuster. La séquence à Chicago, elle est absolument complètement dingue, cette séquence. Regardez-la indépendamment du reste du film. Et voilà, elle est complètement dingue, cette séquence. Dans les immeubles où les personnages sont suspendus, dont le tournage a été d'ailleurs énorme, un truc assez long. Voilà, on avait une proposition de cinéma et malheureusement, le film n'a pas eu le succès qu'il a mérité. Et il y a eu un retour de bâton à ce niveau-là. Mais même à partir de là, leur carrière était plus ou moins terminée. Elles rebondissent avec Sense8, donc sur Netflix. Pareil, qui est arrêté en cours de route, qui se termine un peu en autre boudin, parce que on sent qu'elles n'avaient pas vraiment le temps de faire toute la conclusion. On sent qu'il y avait au moins tout un arc encore beaucoup plus grand où le fameux le réseau des Sense8 devait s'ouvrir plus ou moins à toute l'humanité. Enfin, tout ça, c'est un peu mis de côté et malgré tout, elles réussissent quand même à rebondir sur Matrix 4. C'est quand même quelque chose d'assez miraculeux. Alors, probablement grâce à Keanu Reeves, qui, grâce au succès des John Wick, à mon avis, je ne sais pas exactement, mais a réussi à imposer le fait que Lana Wachowski soit à la tête du projet et carte blanche. Parce qu'en fait, des projets Matrix, il y en a eu pas mal. Enfin, il y en a eu moins 2. Il me semble que c'était un reboot ou une origin story sur Morpheus. Et il y en a un autre qui est encore en production actuellement. Et voilà, ça sent pas très bon. C'est très à la mode, les origin story des personnages, comme s'il fallait leur trouver... Ce qui est à la mode, c'est de ressortir des vieilles franchises du placard et d'essayer de refaire la même chose, mais de manière moderne. On a eu un Men in Black dans les années 2000, 2010. On va avoir de plus en plus de franchises des années 90 qui vont revenir. Et donc Matrix étant la franchise des franchises à l'époque, voilà, quelque part c'est normal que la Warner se dise tiens, on a ce catalogue-là, il faut absolument qu'on l'exploite. Pour faire de la merde probablement, mais c'est pas grave, ils vont garder les droits. C'est souvent d'ailleurs la plupart des projets, dites-vous bien que c'est souvent tous les films du Sony Universe là, avec les méchants de Spider-Man, c'est des films qui sont inregardables, les Venom, tout ça... C'est pas grave en fait, ils s'en fichent. Ils sont souvent produits uniquement pour que la Sony puisse conserver les droits. Ils ont un quota de films à produire pour conserver les droits. Et une fois que le film est sorti, ça bide, mais c'est pas grave. Ils ont quand même toujours les droits, donc ils peuvent rentrer dans leurs frais en vendant. Enfin, bon. On arrive à un moment où c'est compliqué maintenant de savoir ce qui va marcher ou pas au cinéma. C'est compliqué de savoir même si un film a marché ou pas. Matrix 4, je pense globalement que ça a été un gros échec. Ça a été un énorme échec en salle. Seulement, le film est sorti en simultané sur HBO Max. Et on ne connaît pas les chiffres de HBO Max. On ne sait pas. Il y a un monde où peut-être c'est un succès. Bon, j'y crois moyen. Mais avec le streaming, ça brouille vraiment toutes les pistes. Là, on peut seulement croire sur parole les Netflix, les HBO Max, les Disney+, quand ils nous donnent des chiffres. Mais on n'a pas d'indicateur comme le box-office ou le nombre d'entrées. Donc c'est compliqué maintenant de savoir ce qui va marcher ou pas, c'est compliqué de savoir ce que veulent faire les studios ou pas. Et dans cette espèce de phase de transition post-Covid où j'ai l'impression que tous les studios sont en train de soit de péricliter, soit de se réinventer, elles ont quand même, Lana Wachowski du coup a quand même réussi à imposer cette espèce d'ovni qui est Matrix 4, qui est un film que beaucoup de spectateurs ont très très mal pris. Moi j'ai adoré, c'était peu ou prou d'ailleurs ce à quoi je m'attendais, sans vouloir trop me vanter, mais j'avais à peu près anticipé, mais bon, pour ça on avait fait énormément de recherches sur le cinéma de Wachowski, mais
Je me doutais qu'elles allaient aller dans cette direction-là, c'est-à-dire vraiment de prendre tout le monde encore une fois à revers et de nous faire encore redouter, nous faire encore reprendre vraiment, nous dire en fait vous n'avez peut-être pas forcément tout compris. Et bon, moi j'adore en fait quand on fait ça, quand on te rappelle que peut-être que les personnes qui ont fait le film sont plus intelligentes que toi. Ça nous remet un peu à notre place de spectateurs, nous qui en plus avons l'habitude de parler de films, de dire oui c'est bien, c'est nul, ou c'est un film stupide. Ou... Là pour une fois c'est le film qui te dit peut-être spectateur c'est toi qui n'as pas tout compris. Bon, ça permet de se remettre un peu à sa place. Et ce 4e volet, oui, les réactions épidermiques en fait qu'il a déclenchées, moi elles m'ont assez amusé. Ça veut dire quelque part qu'il a atteint son but en fait. Mais même la lecture du film était assez bizarre. J'avais des amis qui ont vu un film très nihiliste. Que moi, j'ai vu au contraire un film qui, justement, était au contraire une espèce d'ode à la création et surtout à la création libre. C'est un film qui te dit, mais de toute façon, si vous ne nous donnez pas de thunes pour faire des suites, c'est pas grave. On a fait le film qu'on voulait faire et on trouvera un autre moyen de s'exprimer. C'est peu ou prou la morale du film à la fin. Et les Wachowski, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je m'inquiète pas tellement pour leur... Lily Wachowski a rebondi sur une série qui s'appelle Work in Progress, qui malheureusement, pareil, a été annulée, mais j'ai aucun doute qu'elles rebondiront et qu'on entendra de nouveau parler d'elles, et encore une fois, qu'elles vont réussir à nous surprendre. Parce que c'est ce qu'elles font de mieux, en général. Ce que je trouve hyper intéressant dans leur cinéma, c'est à la fois le côté grand film d'aventure, d'action, parce que peu importe ce qu'on regarde, Matrix, il y a de l'action tout le temps, ça bouge, on est embarqué dans un univers. Cloud Atlas, pareil, puisqu'on passe d'histoire en histoire, donc le spectateur se repose de genre en genre, d'histoire en histoire. Le spectateur n'a pas le temps de se reposer. Jupiter Ascending, on est carrément dans un truc. Alors tu viens de me retourner la tête en comparant ça à Dune. Je vais devoir absolument le regarder pour me dire ah oui, effectivement, déjà que tu m'as retourné la tête avec le premier Matrix, je vais devoir me refaire toute leur filmo, mais avec grand plaisir, puisque j'adore moi aussi les Wachowski. Mais voilà, j'ai ma tête encore, là je suis encore à moitié dedans. Donc, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a que je trouve étonnant, c'est cette espèce de grand cinéma très d'aventure qui du coup a l'air extrêmement accessible. On parlait de blockbuster tout pété, y a un peu ce côté-là. Alors en plus, pauvre Jupiter Ascending s'est fait démonter la face c'est un film qui est très nul et puis machin et puis truc. Bon, donc on a ce grand cinéma. Et puis quand les gens le regardent, une fois sur deux, c'est « de toute façon, j'ai rien compris ». Ça, c'est la remarque sur Cloud Atlas. Et en fait, quand on gratte un peu, c'est à la fois extrêmement compliqué et absolument simple. Et on en parlait sur Cloud Atlas, de dire, déjà, la première lecture du film qu'il faut avoir sur Cloud Atlas, c'est que toutes les histoires qu'on vous raconte, c'est la même. C'est pas pour rien qu'on prend les mêmes acteurs, c'est pas pour rien qu'elles vous disent on prend les mêmes acteurs parce que c'est la même histoire, mais à différentes échelles. Du plus intime avec le genre comédie, on disait avec cet écrivain qui se fait enfermer dans une maison de retraite, jusqu'à l'histoire de Somi qui est une rébellion contre un système complet et même on a à différentes échelles et on parlait du rôle de Hugh Grant qui rebondit jusqu'à être le cannibale des Wachowski. Donc c'est un cinéma qui peut se lire à tellement de degrés et mais même en plus qui joue avec les codes du cinéma 70s avec l'arc d'Halle Berry qui fait une recherche sur qui est une journaliste, ça reprend les codes, les esthétiques et ça les mélange et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très aléatoire en plus dans la manière dont elles ont ordonné le film. Elles l'avaient dit en fait, elles avaient pris avec Tom Tykwer du coup, elles avaient pris chaque élément et plutôt que de faire comme dans le livre, c'est-à-dire en poupée russe où chaque récit s'ouvrait et intercalait en fait un autre récit, etc. Là pour le coup, elles avaient mélangé en fait tout pour voir ce qui pouvait ressortir du choc des scènes qui se mélangeaient. Et c'est souvent ce qu'elles essaient de faire, c'est créer en fait des chocs. Après, il y a quelque chose peut-être qui peut être déroutant dans le cinéma des Wachowski, et ça je l'entends totalement. C'est que c'est à la fois, comme tu dis, un cinéma grand public. Matrix, par exemple, c'est un des meilleurs films d'action de sa génération, tous les temps en fait, parce que c'est un véritable pot pourri, c'est une synthèse de tout le cinéma d'action des années 90, mais pas seulement du cinéma américain, aussi du cinéma hongkongais. Il parlait du kung-fu. C'est l'un des premiers films qui est, c'était pas le seul, mais c'était quand même l'un des premiers à avoir introduit du kung-fu du cinéma hongkongais, c'est-à-dire de faire directement des hommages à Ghost in the Shell par exemple, avec la pastèque, etc. Le générique même d'ailleurs qui renvoie à celui de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell qui a été quelque chose de très très séminal sur certains réalisateurs américains, dont James Cameron. James Cameron rendait déjà presque involontairement hommage à Akira dans Terminator 2. Donc c'est quelque chose qui était assez inconnu du grand public et que
elles ont finalement popularisé. Et le cinéma d'action, encore une fois, Matrix revoyait True Lies et revoyait Matrix. Parce que True Lies était sorti en 93, c'était, je pense à peu près au moment où ils étaient vraiment en train de dire il va falloir qu'on se mette vraiment à l'écriture. Et vous allez voir qu'en fait il y a énormément de similitudes. Vous avez exactement la même scène avec l'hélicoptère suspendu face à la vitre. Il y a la même scène dans True Lies. T'as énormément de scènes de Terminator 2 dans Matrix Reloaded par exemple. Toute la poursuite en camion sur l'autoroute, elle est tributaire de celle dans les canaux de Terminator 2. Et ça leur pose pas de problème en fait de faire dialoguer ce cinéma comme ça, de reprendre des idées, de les recombiner, elles, c'est leur manière de faire. C'est un vrai cinéma d'amoureuse du cinéma et d'amoureuse de SF, parce que quand on regarde toutes les références, dans Cloud Atlas, il y a clairement des références à Soleil Vert, il y a des références, là tu disais, donc il va vraiment falloir que je revoie le film, mais donc Jupiter Ascending et Dune, il y a énormément de références un peu partout à la SF. Oui, en fait c'est un cinéma qui est référencé, mais comme on dit souvent, il y a des gros clins d'œil aux spectateurs. Chez les Wachowski, c'est généralement très subtil. C'est-à-dire, si tu as la référence, tu as la ref. Ouais. Si tu l'as pas, c'est pas grave, tu prendras autre chose. Il y a un mélange en fait assez improbable de grands spectacles et d'hermétisme. Dans le sens où effectivement il faut quand même être initié parce que il y a effectivement des choses qui sont plus ou moins cachées, il y en a d'autres qui sont pas du tout cachées. Je sais que dans le premier Matrix vous avez Neo qui prend littéralement le livre Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard et qui l'ouvre au chapitre le désert du réel. Et quand on lit effectivement le chapitre, Baudrillard faut s'accrocher, mais bon voilà, moi j'ai quand même au moins essayé de lire ça pour comprendre un peu. Effectivement ça renvoie à la matrice. Ça renvoie au fait que le réel n'existe pas. Et Baudrillard lui-même avait vu le film, avait vu qu'on citait son bouquin, il avait dit oui, mais le premier film, bon. Après, il avait vu les suites, il s'était dit ah oui, en fait, finalement, effectivement, il n'y a pas de monde réel, quoi. Donc l'idée, en fait, il y a énormément de symboles, il y a énormément de choses où elles nous disent par contre, là, si tu veux comprendre, va falloir que tu ailles toi-même faire un peu tes propres recherches. Mais l'idée de Matrix, par exemple, c'est de se dire que n'importe quel spectateur peut y projeter finalement ce qu'il croit. Et que quelqu'un qui n'aura pas forcément de culture de la science-fiction va peut-être comprendre quelque chose, et ce sera à peu près aussi valide que quelqu'un qui aura eu toutes les références littéraires, parce que les références littéraires dans Matrix sont autant des indices que des pièges. Vous avez des symboles, en fait, mais partout, qui sont utilisés parfois à contre-emploi, qui sont utilisés, et elles le savent. Vous avez le personnage du Mérovingien, par exemple. Si vous allez vous amuser à lire les théories, comme moi j'ai pu le faire pour l'écriture du livre, vous allez avoir à peu près toutes les visions possibles et imaginables. Il y en a pour qui c'est une image du diable, parce qu'on le voit à un moment, il est dans le club Hel, donc H-E-L, mais qui est aussi le nom d'une déesse. Donc ça peut faire Hel, enfer, mais aussi la déesse Hel, une déesse mésopotamienne, je pense. Dans son club, on a des croix dans des ronds qui sont des croix mérovingiennes qui renvoient aux descendants du Christ, les mérovingiens. Donc on se dit, mais en même temps, c'est un diable ou c'est un Christ ou c'est quoi ou c'est un premier élu? Et en fait, on ne sait pas. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous projetez, des symboles que vous avez compris, de ce que vous avez perçu. C'est en ça où la question du simulacre est importante parce que c'est des signes. C'est-à-dire que le film est un ensemble de signes qu'on recombine et auxquels on donne du sens. Mais le film n'arrête pas de nous dire que non, ce sens-là n'existe pas en fait. Il n'y a pas de monde réel. La seule émanation du monde réel dans la matrice qu'on peut voir, c'est à la toute fin quand Neo se connecte à la source et on voit une lumière blanche. Ça, à la rigueur, c'est peut-être l'espèce de monde réel intangible ou cette espèce d'énergie comme dans Akira, dont on ne sait pas d'où il vient, mais c'est peut-être là-dessus. Tout le reste, ça ne reste qu'une gigantesque fiction dans laquelle les personnages essaient de s'autodéterminer, essaient de s'émanciper quelque part du script dans lequel ils sont en boucle. J'allais dire, en gros, les symboles que toi, tu repères en tant que spectateur, qui te parlent et que tu vas interpréter, c'est la pilule rouge de Neo, où tu deviens celui que tu interprètes, en fait, ce que tu connais. C'est ça. Il y a des symboles politiques, il y a Cypher, qui s'appelle Louis Cypher, Lucifer, bon voilà, qu'on voit à un moment avec des espèces de lueurs rouges et qui se fait appeler Monsieur Reagan dans le monde réel. Enfin, voilà, les Wachowski s'amusent à empiler énormément de symboles et elles le font dans à peu près tous leurs films. Après, il y a quand même une dimension qui évolue dans leur cinéma, c'est que Matrix, il y a un élu. Il y avait par exemple quelque chose qui est assez juste, une critique qui était assez juste sur le premier Matrix, c'est ce qu'on appelle le syndrome Trinity.
c'est en fait d'avoir un personnage féminin extrêmement fort, puissant. C'est-à-dire que Trinity, on la voit au début, elle défouraille tout un bataillon de policiers en faisant... Enfin, voilà. Elle est belle, elle est forte, c'est un personnage de guide. Sauf que, au bout d'un moment, ça reste quand même un personnage secondaire et c'est le héros qui prend le dessus. Et on a un personnage qui effectivement a... et c'est le love interest du héros. Ça devient le love... Alors, c'est compliqué. Oui. Ma théorie, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'en fait, Monsieur Anderson, Thomas Anderson n'est pas du tout amoureux de Trinity. Trinity, elle, est amoureuse de Neo. Et c'est pour ça que Neo devient l'élu. Parce qu'en fait, la prophétie, ce qu'on lui annonce, choisit l'élu, en fait. c'est l'homme dont tu tomberas amoureux, cet homme-là sera l'élu. En fait, ça ne veut pas dire tu vas tomber amoureuse de l'élu, ça veut dire que tu vas tomber amoureux de quelqu'un. Donc ce type-là, parce que tu es amoureuse de lui, ce sera l'élu. Donc c'est elle qui choisit, en fait, quelque part. Donc c'est elle qui a le rôle le plus important. Mais bon, quand on regarde le film avec des yeux de spectateur, il n'empêche que le personnage reste quand même en retrait. Et ça, c'est quelque chose qui, dans leur cinéma, a commencé à évoluer. Avec Speed Racer, déjà. Où Speed Racer, on commence à avoir la notion de famille. Parce qu'elles ont une dimension collective dans leur cinéma. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, leur vision de la fabrication d'un film, c'est une famille. Il y a la famille autour de Matrix qui s'est recomposée. D'ailleurs, ils ont fait revenir quasiment tout le monde dans Matrix 4. Vous avez John Gaeta qui ne travaille pas du tout sur les effets spéciaux, mais qui fait un caméo. Vous avez Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick, co-réalisateur du 1, du 2 et réalisateur du 2, 3 et 4, je crois qu'ils en sont à 4, qui jouait la doublure cascade de Neo et qui revient du coup dans Matrix 4. Enfin voilà. Qui avait dit d'ailleurs en interview, moi de toute façon j'ai rien compris au scénario, mais en même temps c'est pas grave. Elles me disent de venir, je viens. C'est la famille en fait. Et en fait elles ont construit un collectif. Leur vision était collective, elles ont construit un collectif d'artistes. Même Matrix en fait au bout d'un moment c'est devenu une œuvre collaborative avec les Matrix Animatrix. Donc plein d'animations où elles ont dit globalement vous faites une interprétation libre. Elles avaient confié à plusieurs artistes. Elle leur avait dit pas de direction, sauf il y a un épisode sur lequel elles ont écrit les scénarios. Donc les deux qui servent de préquel en fait à la trilogie, mais pour les autres c'était interprétation libre. Esthétiquement, tout ça, vous faites un truc dans l'univers de Matrix, ce qui vous intéresse. Et il y avait des artistes genre Yoshiaki Kawajiri, qui avait quand même des grands noms de l'animation. Donc voilà, elles ont fait venir tout ça, énormément d'artistes pour que chacun puisse s'approprier leur œuvre. Et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui sont capables, et de réalisatrices qui sont capables comme ça de dire on a fait une œuvre, mais elle ne nous appartient plus, maintenant elle appartient à la pop culture, à quelque chose de plus grand que nous. Et, le contre-exemple parfait, c'est George Lucas, par exemple, qui n'a jamais réussi à couper le cordon avec Star Wars et qui n'a pas arrêté de remodeler sa version de Star Wars avec des éditions spéciales et en faisant disparaître les éditions originales, parce que ça a toujours été quelque part sa vision, mais à un moment, ça ne lui appartenait plus, ça appartenait aux fans. Voilà, les Wachowski, elles, par contre, ont toujours dit non, ça vous appartient maintenant, et démerdez-vous avec ça. On vous donnera d'ailleurs très peu d'indications. Il y a quelque chose de très drôle d'ailleurs, c'était sur le combat final de Matrix Révolution, donc le Super Brawl, quand Neo se bat contre l'agent Smith. Donc, il y a eu un jeu vidéo qui a été édité, c'était sur PS2, je crois. Enfin, il y a tout un jeu vidéo qui reprenait en fait les éléments marquants de la trilogie. Une fois qu'on arrivait à la fin, il me semble, je pense pas que ce soit une connerie, je crois que c'était vrai. J'ai vu une vidéo où on les voyait justement les Wachowski intervenir. Donc avec des petits personnages de jeux vidéo très et qui commençaient à expliquer alors le truc c'est que quand on faisait quand on a fait le combat final, c'était un combat pour dire que finalement le combat est vain, tout ça, c'était pour montrer il partait dans des trucs philosophiques, tout ça, bref, c'était difficile à transmettre à retranscrire en jeu vidéo. Du coup qu'est-ce que vous voulez les joueurs ? Vous voulez vous battre contre un gros monstre super fort ? C'est ce qu'on va faire. Et le boss se termine. En fait, c'est tous les Smiths qui s'agglomèrent en un Smith géant. Et le boss de fin, c'est ça. Donc elles ont aussi un recul et un sens de l'humour sur leur propre œuvre. Et une volonté de toujours réinterpréter, de toujours reprendre à rebrousse-poil. Et d'ailleurs, Matrix 4 joue énormément là-dessus. Notamment sur la mise en abîme, parce que Matrix est mis en scène littéralement dans le film. Dans la diégèse de Matrix 4, Matrix est un jeu vidéo créé par Thomas Anderson, un jeu vidéo à succès, et on lui demande de faire une suite.
Et en fait, c'est littéralement tout ce que les studios voudraient en fait d'un Matrix. C'est-à-dire, il faut du bullet time, parce que le bullet time, c'est cool. Et donc, la réponse de Lana Wachowski, c'est de faire un contre-bullet time. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse voir comment c'est. C'est à la fois très déroutant, mais en même temps, c'est l'une des scènes les plus importantes du film. C'est que ça retourne en fait l'idée de ralentir le temps contre Neo. Et ça le retourne même contre le spectateur. Avec un personnage de méchant qui est pour moi un extraordinaire personnage, même si effectivement il est très 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 déroutant. Mais c'est ça en fait, c'est leur capacité à reprendre des univers de fiction et de dire mais en fait il y a toute une scène où dans Matrix 4 des personnages disent mais Matrix c'est ça, c'est des combats, Matrix non mais c'est de la philosophie aussi. Et ils disent non en fait c'est à peu près ce que vous voulez y mettre. Matrix, ça pourrait être autre chose. Si vous voulez faire une comédie musicale dans l'univers de Matrix, ils auraient pu le faire. Ils disent finalement c'est juste une licence et on peut très bien la tordre comme n'importe quelle autre licence de pop culture. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, je pense, capables de... Il y en a quelques-uns, mais encore une fois, des James Cameron, Steven Spielberg, Scorsese, les grands noms, capables d'avoir le recul sur leur propre œuvre et proposer des versions presque qui vont prendre à revers leurs propres propos. Prenez Terminator 2, c'est le propos littéralement inverse du premier Terminator. Et d'ailleurs, le premier Terminator était un film qui parlait justement de déterminisme, dans lequel le personnage de Sarah était quand même prisonnière d'une boucle temporelle et devait se conformer au destin. Le 2 fait l'extrême inverse. C'est des personnages qui, au contraire, tentent de se soustraire et parviennent à se soustraire à leur propre destin, à reprendre le contrôle. Le premier était un film qui disait qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Le deuxième est un film qui dit qu'il y en a. Et vous avez tout un jeu d'inversion entre ces passages, entre ces deux films. Donc voilà, c'est les Wachowski, elles font ça de film en film, parfois de scène en scène. Enfin, c'est bon, voilà, on a passé beaucoup de temps sur les Wachowski, mais bon, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à dire, quoi. Ah oui, c'est un cinéma qui est très riche. Là, il y a aucun doute là-dessus. C'est extrêmement dense, et malgré le fait qu'il n'y ait pas tant de films que ça reste quand même quelque chose toujours aussi fascinant à chaque revisionnage, en fait. Même si bon, j'aurais beaucoup aimé voir les suites de Jupiter Ascending. Tu n'es pas seul. Voilà, mais au moins le film existe, quoi. Quelque part, ça me suffit déjà en soi d'avoir cette proposition-là. Et peut-être qu'un jour, il sera effectivement réhabilité au même titre que beaucoup de films des années 90 qui ont pu être des films qui ont fait des bides. Je pense à des films de Paul Verhoeven, par exemple. Il y a eu Showgirls qui a été réhabilité récemment, ou même Starship Troopers, qui est globalement... Dans le genre Starship Troopers, message premier degré, message quand tu creuses un peu, là il y a un très bon très décalage. Premier degré. Le film est un film ouvertement, qui se moque ouvertement d'une imagerie fasciste. Hein. Oui. D'ailleurs, le premier trailer de Paul Verhoeven, c'était vraiment un troll gigantesque. Le premier trailer, je me souviens, c'était Paul Verhoeven qui était... c'était pas un trailer, mais c'était une petite image promotionnelle. Il était sur le tournage, donc on voyait derrière des marionnettes d'insectes, des types en costume, etc. Il dit « Bonjour, je suis Paul Verhoeven et je suis le réalisateur du film Starship Troopers et j'ai un message pour vous. N'allez pas voir ce film !» Et il se barre en courant, tu vois. Et quoi ? Et en fait, c'était vraiment effectivement un film qui reprenait, pareil, les codes du cinéma américain pour complètement les retourner et en faire une espèce de film... où les héros sont tous des fascistes. Et puis l'utilisation des acteurs qui étaient des acteurs de sitcom, c'est ça, ouais, calibrés sur un format, on les voyait... Ça, c'est quelque chose auquel Paul Verhoeven, c'est pas que je lui en veux un peu, mais je trouve assez, pas malhonnête, mais assez violent avec ses acteurs. Ça a été le cas avec Sharon Stone, qui s'était plaint d'ailleurs de la fameuse scène où elle n'était pas au courant, qu'on voyait effectivement tout, qu'elle n'avait pas de culotte, etc. Et qui s'en était plaint après, et que Verhoeven avait dit non, mais ça va très bien, etc. Il a tendance à se moquer un peu de ses acteurs, c'est-à-dire à les prendre dans Starship Troopers, par exemple, effectivement, c'est Ken et Barbie qui vont se faire... Ils sont pris parce qu'ils ressemblent à Ken et Barbie. Donc, ça n'a pas fait du bien à la carrière de Casper Van Diem après. Ouais. Et on parle de Showgirls, par exemple. Effectivement, Showgirls, ça a été un énorme beat. C'est un film qui a eu des Razzies, etc. Paul Verhoeven était très, très content d'aller chercher son Razzie Award. Il avait dit, globalement, ça veut dire que le film a bien... j'ai eu raison, en fait, dans mon film. En gros... le public américain est vraiment un peu crétin, quoi. Et le problème, c'est que par contre l'actrice principale, elle, dans sa carrière, ça a été un véritable... sa carrière est morte en fait après ça. Donc il y a quand même derrière des effets réels. Ça, les Wachowski, elles sont quand même vachement plus vachement plus protectrices de leurs acteurs et beaucoup moins cyniques à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'aime énormément le cinéma de Paul Verhoeven, hein, même son dernier film Benedetta. Mais voilà, elles au moins ont quand même
conscience de ce que les acteurs livrent en fait comme à l'écran et sont assez protectrices de ça. Et d'ailleurs, un noyau dur d'acteurs s'est formé autour de leur film et dont on retrouve systématiquement les mêmes têtes. Hein. Parce que j'allais te dire, même dans celui qui a eu le plus de critiques, c'est quand même Jupiter Ascending. Oui. Même Jupiter Ascending, ni Channing Tatum, ni Mila Kunis, qui étaient quand même dans les acteurs principaux, n'ont eu leur carrière détruite. Bon, après, ils ont un peu craché sur Channing Tatum, je sais plus, mais je sais que Eddie Redmayne, effectivement, c'est peut-être pas son meilleur rôle, mais qui joue le méchant, avait globalement dit qu'il avait que c'était un peu n'importe quoi et que c'est un des pires films dans lequel il a joué. Enfin, bon, sans être trop méchant sur le film, mais voilà, il était un peu revenu de ça, quoi. Bon, effectivement, c'est assez éloigné de ce qu'il fait habituellement en jeu et moi, j'aimais beaucoup en fait cette espèce de méchant à la fois qui chuchotait puis d'un seul coup se mettait à hurler parce que c'est un personnage qui est fissuré. Et c'est cohérent enfin d'avoir ce personnage qui explose en fait comme ça à des moments complètement surprenants. Et bon, effectivement, il en fait des caisses, mais moi, j'aime bien les films où les méchants en font des caisses. Après, tu peux assumer aussi ça. Ça me fait penser sa performance d'Eddie Redmayne dans Jupiter. Ça me fait penser à Gary Oldman dans Le 5e élément. Oui. Avec Zorg. Enfin, par rapport à ce que tu vois du cinéma de Gary Oldman d'habitude, on est quand même aux antipodes. C'est pas... Gary Oldman, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup cabotiner aussi. Hein, oui, il aime cabotiner, mais si tu veux... Dans le Dracula de Coppola, par exemple, moi j'adore comment... Pourtant, il en fait des caisses et des caisses. Hein, oui, il en fait des caisses. Après, c'est peut-être un peu... Enfin, le film en fait des caisses, de toute façon. Oui. Le Dracula de Coppola, il est dans une imagerie qui est quand même très exacerbée, très... Ah bah, il joue là-dessus. Gothique, il joue complètement là-dessus. Donc, il est raccord avec le film. Mais tu vois, Zorg, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant à regarder. C'est un personnage... Tu peux aussi assumer ce côté méchant, grandiloquent, un peu... J'aime bien les films avec les bad guys qui s'assument, en fait, quelque part. Oui. Dans Avatar, vous avez le colonel Quaritch qui détruit littéralement l'arbre maison en buvant son café. Voilà, ça y est, le personnage il est posé, il n'a pas besoin d'être plus complexe que ça en fait. Il a juste besoin d'être inflexible et de se dire que ça va être un mur contre lequel le héros va devoir se battre, mais il n'y a pas besoin d'avoir des personnages forcément complexes avec des raisons. On n'a pas besoin d'avoir un Thanos qui va chouiner pendant 3 plombes parce qu'il veut justifier le fait de détruire l'humanité. Non, vous en faites un méchant et il a juste envie de tuer tout le monde et puis basta, en fait, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir de... Mais tu vois, Eddie Redmayne, ça n'a pas détruit du tout sa carrière. Non, lui, ça n'a pas détruit sa carrière, et puis bon... Mais aucun d'entre eux, tu vois, on n'est pas sûr... Emile Hirsch, il a eu du mal à rebondir, je pense, après Speed Racer, mais je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas à quel point le film en est responsable. Après, bon, bah, c'est toujours les aléas. Christina Ricci, elle, par contre, n'a pas eu trop de problèmes derrière, et puis... Suzanne Sarandon, voilà, il y a quand même un casting derrière assez... Et le film, pareil, a été réhabilité quand même sur la longueur. On est sur des films quand même qui sont restés, et je sais qu'il y a pas mal de cinéastes à qui on dit ça justement. Je crois que ça a été le cas de Edgar Wright sur Scott Pilgrim, c'était le producteur. En fait, Scott Pilgrim, ça a été un bide en salle, hein. Mais le producteur, en fait, avait envoyé un message à Edgar Wright en lui disant Years, not days. En gros, c'était de lui dire ça n'a pas marché maintenant, mais c'est un film qui va rester. J'ai encore confiance au film et je sais que de toute façon, on en parlera encore dans 10 ans. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors micro. Il y a aussi le rôle de la critique de cinéma qui est très actif et qui peut démonter un film. Et puis, il y a l'effet d'entraînement. Il faut répondre vite. Il faut donner un avis rapide sur les films. Ça a évolué, hein, ça, pour le coup. Je ne sais pas si la critique est capable. Il y a eu... Il y a le précédent Avatar 2, encore une fois, qui a été... avant sa sortie, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'intervalle entre Avatar et Avatar 2, il s'est passé un truc assez... mais bon, après, ça reste une exception de James Cameron dans le milieu, parce qu'en fait, globalement, ça fait 20 ans que tout le monde prédit que ces films vont être des catastrophes au box-office, et ça fait 20 ans qu'en fait, il y a un adage qui s'est imposé, c'est « Never bet against James Cameron », ne pas parier contre James Cameron. Depuis Titanic... Même depuis True Lies, en fait. True Lies, c'est un film qui déjà avait dépassé son budget, dépassé son temps de tournage, faisait un peu la chronique en disant oui, il jette de l'argent par les fenêtres, etc. Et au final, le film est quand même largement rentré dans ses frais sans être un méga succès. Mais Titanic, ça a été le truc où tout le monde pensait que la carrière de Cameron était finie, qu'il était parti complètement en vrille, qu'il était en plus pas sur un genre sur lequel il était son genre de prédilection, c'était pas de la science-fiction, même s'il y a quand même des thèmes de science-fiction dans Titanic. Mais... voilà, vous avez...
cette espèce d'énorme machin dans lequel il a carrément reconstruit un bateau entier, sachant qu'en plus c'est pas un caprice de réalisateur, hein, c'est pas par souci d'authenticité, c'est parce que ça coûtait quand même moins cher au final de reconstruire une partie du bateau que de tourner, de le reconstruire en image de synthèse. Donc il y a quand même derrière un impératif économique, mais personne ne s'attendait à ce que ça fasse un succès. Vraiment personne. Et le truc, ça a été, il a trusté la première place. Et Avatar, c'était exactement la même chose. Malgré le succès de Titanic, le studio n'y croyait pas. D'ailleurs, il y a eu un accord de cofinancement, comme sur Titanic, par exemple. Titanic, la Fox a fait un accord avec Paramount pour financer le film en cas de perte, parce qu'il commençait déjà à se dire, bon, ça va être une catastrophe, donc on va essayer de faire en sorte d'avoir au moins un succès, et derrière d'avoir peut-être un film qu'on va envoyer aux Oscars et qui nous fera un petit succès d'estime, mais bon, voilà. Mais globalement, c'était la fin pour Cameron. Quand Cameron propose de faire Avatar, c'est un film dont il dit, ça se passe sur une planète avec des chats bleus, il n'y a pas de stars, on voit pas trop leurs visages, parce qu'ils auront tous des visages tout bleus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus, c'est en image de synthèse. Il n'était pas tout à fait chaud. Il a fallu que James Cameron commence à menacer d'aller emmener le film chez Disney, qui eux, par contre, étaient très très chauds. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ont racheté Fox récemment. C'est en partie parce que ça leur permettait d'avoir Avatar. Et là, c'est là où Fox s'est dit, bon, d'accord, on te fait confiance, mais globalement, quand le film est sorti, ils avaient, si je dis pas de conneries, ils avaient essayé de limiter leurs pertes en sortant un film qui ferait au moins un succès, Alvin et les Chipmunks 2. Vous avez comme ça, au moins, Avatar, ça va peut-être se bider, mais au moins, on aura un succès. Bon, la suite, voilà. Entre-temps, ça paraît tellement anecdotique, Alvin et les Chipmunks 2, par rapport à Avatar, quoi. C'était ça au Titanic. Non, c'était bien ça. Ouais. Et Titanic, il me semble que c'était Speed 2 qui voulait sortir pour justement limiter la casse. Speed 2, qui était en plus encore un film avec un bateau. Et surtout que les premières affiches de Titanic, en plus, c'était ça jouait vraiment le côté, attention, c'est un film d'action. C'était un gros bout de coque du Titanic, de biais, donc montré de manière assez agressive, avec Titanic écrit en gros et collision avec le destin. Genre, mais non, c'est pas trop ça le film, mais non, bon. Clairement. Mais bon, collision with destiny, ou fate, ou je sais plus quoi. Bon, c'était bon, ok. Et donc, oui, dans cet intervalle entre Avatar premier du nom et l'annonce d'Avatar 2, il y a eu toute une campagne de dénigrement d'Avatar qui a été, je sais pas trop pourquoi, mais extrêmement virulente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ont dit, de toute façon, tout le monde a oublié le film. Et tout le monde parlait tout le temps du film en disant tout le monde l'a oublié. En même temps, si tout le monde en parle encore, alors que ça fait 5 ans qu'il est sorti, peut-être que ça vous travaille encore. Et il y a eu ce fameux article de Scott Mendelsohn qui est sorti 2-3 ans avant la sortie du film, je sais plus quelle année, 2017, bon, je dis peut-être une connerie, mais qui était Avatar. Il y a 8 ans, Avatar a trusté le box-office, a été le plus gros succès au box-office, mais n'a laissé aucune trace dans la pop culture. Ça, c'est un truc, c'est un narratif qui d'un seul coup s'est imposé sur Twitter, dans les médias, dans la presse. Avatar n'avait laissé aucune trace dans la pop culture. Alors l'article de Scott Mendelsohn n'est pas complètement de mauvaise foi, hein, c'est quelqu'un qui avait plutôt bien aimé le film et qui disait que finalement, il n'y avait pas eu de merchandising, il n'y avait pas eu en fait tout ce que Star Wars avait généré, c'est-à-dire des jeux, des trucs, les enfants ne jouent pas aux navis et aux humains dans la cour de récré, etc. Et ça, c'était sans voir qu'en fait, il y avait derrière tout un mouvement artistique, des cinéastes en fait qui se sont dit mais comment il a fait ça ? Énormément de réalisateurs qui sont allés voir James Cameron et qui ont dit mais comment t'as pu faire ça ? Parce que 10 ans après, il faut savoir qu'Avatar, il y a encore des gens actuellement à Hollywood qui se demandent comment ils ont réussi, rien que le premier, à faire pour que les lumières elles se rendues là. Même encore aujourd'hui, c'est un film qui est encore en avance sur son temps. Donc je parle même pas du 2 quoi, en termes de technique, on est. Et donc il y a eu ce narratif là. Donc de fil en aiguille, tout le monde a dit de toute façon Avatar 2 ça va bider. Qu'est-ce qui se passe ? Avatar 2 sort en plus dans un contexte extrêmement compliqué où les salles commençaient tout juste à réouvrir. Et c'est un nouveau carton monumental et il truste cette fois la 3e place du box-office. Bon bah voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on ne sait plus ce qui va marcher, on ne sait plus ce qui va péricliter. On sait on peut plus vraiment faire confiance à la critique en termes de prédiction parce que désormais c'est des gens qui essaient de courir derrière des sentiments, des trucs comme ça. L'avantage en fait de notre époque actuellement, c'est qu'on ne sait plus grand-chose, c'est qu'on est dans une période de transition, du moins pour le cinéma. Pour le reste, c'est un peu flippant, effectivement, mais au moins au niveau du cinéma, on est dans une période de transition. Les gros blockbusters qui doivent cartonnent plus autant qu'ils le faisaient. Des petits films commencent à émerger et à faire parler d'eux. Je pense à Everything Everywhere All at Once, qui est un film qui a quand même fini aux Oscars.
Moi, quand je l'ai vu, c'était totalement improbable. Il devait même pas sortir en France à la base. Et on peut remercier le distributeur français, je n'ai plus le nom. Je sais plus, Truc Factory, je sais plus. Enfin, bon, je m'en excuse. Mais on peut remercier au moins le distributeur français d'avoir fait le pari de le sortir en salle et pas de le sortir en streaming. Parce qu'il faut savoir que les sorties salles, ça a quand même un coût pour les petits distributeurs qui ne peuvent pas forcément l'amortir. Et là, c'est pour ça que vous avez eu d'ailleurs pas mal de films qui sont sortis sur juste 2 jours. Parce qu'ils ont des visas temporaires qui sont beaucoup moins chers et qui permettent quand même de sortir un film en salle. On a pu avoir Godzilla Minus One en salle. Bon, d'abord dans les salles 4DX, malheureusement, hein, c'est un cauchemar. Mais après, il est ressorti en salle normale, classique, sans se faire frapper dessus et cracher dessus par un siège. Donc là, c'était beaucoup plus agréable à regarder. C'est un incroyable film, ça aussi. Donc c'était vraiment très bien de le voir au cinéma. On a tout un pan du cinéma indien, du cinéma notamment du sud de l'Inde, qui sort des blockbusters complètement maboules en ce moment et extrêmement radicaux. Enfin, des trucs de malade, quoi, comme on n'en a jamais vu. Et ça arrive jusqu'à nos salles. Donc on a quand même une période où le cinéma est en mutation. Les gros studios savent plus vraiment vendre et faire de films. Donc les petits studios tirent leur épingle du jeu. Un studio comme A24 par exemple, qui s'est fait connaître avec des films d'horreur, enfin, ce qu'on appelle l'elevated horror, qui est un terme que je déteste, parce que le cinéma d'horreur, enfin, ça veut rien dire, elevated. Il y a des films d'horreur qui étaient très intelligents bien avant qu'ils inventent le terme, mais bon, bref. Ils ont quand même sorti les films d'Ari Aster, ils ont sorti notamment Everything Everywhere All at Once, qui a été un énorme succès pour eux et qui leur permet désormais d'avoir des statuettes aux Oscars et qui leur permet d'avoir beaucoup plus d'ambition. Ils ont pu d'ailleurs faire Civil War, qui est un véritable petit blockbuster. C'est-à-dire qu'on va revenir à une économie, je pense, et j'espère, une économie de films beaucoup moins chers, ce qu'on appelle les films du milieu, des films qui vont coûter peut-être 50-80 millions, c'est déjà énorme. Et c'est déjà suffisant, en fait, pour faire des films spectaculaires. Vous avez Gravity, par exemple, qui est l'un des films visuellement les plus incroyables que j'ai pu voir des 2 dernières décennies. Ça a coûté moins de 100 millions. Bon, c'est un blockbuster Marvel, le moyen, c'est 200-250. Hein. Donc voilà, on va revenir sur des plus petites échelles. Plus petite échelle veut dire des films moins risqués au box-office, donc des films où les réalisateurs sont peut-être plus libres. J'espère que Disney va lâcher ses franchises et commencer à laisser un peu la place aux autres, parce qu'effectivement, il y a eu cet embouteillage dont nous avait parlé, c'était Spielberg et Lucas qui avaient dit à un moment, il va y avoir, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir un embouteillage de blockbusters, c'est-à-dire que le public va devoir choisir, et il va y avoir de la casse. Et là, on a eu un moment, on avait un blockbuster tous les 6 mois, alors que moi, à mon époque, à quelques années près, les gros films, c'était un tous les 2 ans, etc. On avait les gros films de l'été, on a eu des années où il y avait beaucoup de films en même temps, mais jamais au point de se retrouver avec des embouteillages, avec du Marvel, du DC, un film de Tom Cruise, un machin. Enfin, voilà. Maintenant, on va peut-être commencer à y voir un peu plus clair là-dessus. Maintenant, il va peut-être aussi y avoir un renouvellement aussi de génération. Peut-être que les Wachowski vont revenir, peut-être que elles vont laisser la place à d'autres, peut-être qu'il va y avoir d'autres auteurs que les Daniels, par exemple, de Everything Everywhere All at Once, vont sortir un nouveau film, je ne sais pas quand. Et je sais qu'ils travaillaient un peu sur les séries Skeleton Crew, il me semble. Ils ont réalisé quelques épisodes, donc pour le moment, je ne sais pas avec qui ils vont. Je crois qu'ils avaient un deal chez Universal. Enfin bon, bref, on verra bien. Toujours est-il que bon, la période est assez exaltante, malgré tout, je trouve, en termes de cinéma. Et ça, j'entends pas mal de gens dire le cinéma, de toute façon, c'est mort, c'est foutu, maintenant, c'est puis. Non, il y a encore plein de trucs, même les plateformes, ça me fait chier de le dire, parce que j'aime bien voir des films au cinéma, mais mine de rien, si Netflix n'avait pas racheté Roma, par exemple, d'Alfonso Cuarón, paradoxalement, j'aurais pas pu le voir au cinéma, et j'aurais peut-être même pas vu du tout. Le film n'aurait pas existé. Donc bon, on est dans une période où ça bouge énormément. On verra bien ce que ça va donner. Je suis parti dans un tunnel, je sais même pas de quoi on est parti au début. On a parlé de beaucoup de choses. J'allais te demander de recommander des films, mais tu l'as fait avant même que je te le dise. Donc voilà, il y a énormément, on a parlé d'énormément de choses. Bien évidemment, comme à chaque fois dans nos podcasts, vous retrouverez toutes les mentions, tous les films dont on a parlé avec Julien dans la description du podcast. Non, je vais y arriver, t'inquiète. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous donc sur la chaîne le Ciné-Club de Monsieur Bobine, parce que là, on n'a fait qu'un tout petit échantillon de l'ensemble de ce qu'évoque la chaîne. Je vous laisse en bonne compagnie et moi, je vous dis à bientôt. Salut Julien. Salut.